ton frère. Oui, ça vraiment. Oui, oui, c'est des chaussures de marche. Maman, c'est une faute de papaye. Je pense que c'est même un peu petit pour moi. Ça, c'est même petit pour Samsam. Bienvenue sous terre. Nous sommes à l'intérieur du bouclier canadien. Mon nom est Janelle. Je suis votre guide pour cette visite de la caverne. Et cette caverne est un phénomène géologique que l'on peut dire très rare. Habituellement, les cavernes se forment dans de la roche qui est tendre comme le calcaire. C'est l'acidité de l'eau de pluie qui s'infiltre dans les fissures de la roche et, sur de très longues périodes de temps, va la dissoudre. Le bouclier canadien est en grande partie constitué de roches de type granitique, roches cristallines et très dures qui ne peuvent se dissoudre par l'eau. Ici, elles sont âgées entre 1 jusqu'à 2 milliards d'années. Et dans cette partie de la montagne, dans le roc, il y a du mica à des concentrations variées. La présence de mica a affaibli le roc et ça a favorisé la formation d'une faille. Au cours du dernier million d'années, il y a eu 4 grandes périodes glaciaires et la dernière, celle du Wisconsin, s'est terminée il y a environ 12 000 ans. Pendant ces glaciations, les glaciers ont atteint une épaisseur de 3, 4 et pouvant aller parfois jusqu'à 5 km. Sous le poids des glaciers, le bouclier canadien s'est enfoncé sur une hauteur qui varie de 500 jusqu'à 1000 mètres en hauteur. Le roc, en s'enfonçant de cette manière, comme ici, il y a une faiblesse dans la montagne due à la présence de cette faille. Sous le poids des glaciers, la faille a bougé. Et elle a bougé comme ceci. C'est un côté de la faille qui a glissé par rapport à l'autre. À la fin des glaciations, les glaciers ont fondu, le poids a diminué, le bouclier canadien est remonté, il a repris sa place. La partie de la faille qui en premier avait glissé vers le bas, cette fois-ci elle a glissé de nouveau, mais en remontant vers le haut, la friction au point de contact entre les deux parois rocheuses. Et on ajoute le fait que le roc est plus fragile, eh bien la friction a provoqué de l'effritement du roc. Et c'est cet effritement qui a créé la cavité qui nous donne cette caverne. Et vous voyez ici à ma droite, cette paroi qui est verticale et qui est assez lisse. En géologie, c'est ce que l'on appelle un miroir de faille. C'est le côté de la faille qui est resté stable et qui n'a pas bougé. Nous sommes dans cette partie qui a bougé et qui a glissé. À partir de ce miroir, 12 mètres plus loin, c'est l'autre miroir de faille, celui du côté gauche. Et celui-là, quand on va continuer la descente, on va le longer sur environ 10 mètres. Au début des années 20, lors de la construction du barrage, en 21-22, donc il y a un peu plus qu'un siècle, les travailleurs sur le chantier voyaient assez régulièrement un aigle
qui venaient planer et tournoyer au-dessus de la rivière. Et parfois, l'aigle disparaissait ici, derrière la montagne. Alors, ils ont pensé que c'était peut-être ici que devait se trouver son nid. À un moment donné, ils se sont dit, allons voir sur place. Alors, ils ont quitté le chantier, sont passés par le dessus de la montagne. Ils avaient apporté une corde qu'ils ont attachée à un arbre. Et à l'aide de cette corde, ils sont descendus le long du flanc de la montagne pour atteindre cet endroit. Mais une fois rendus sur place, au lieu de trouver le nid de l'aigle, c'est l'entrée de la caverne qu'ils ont découvert à la place. Par simple curiosité, en cherchant ce fameux nid, ils ont découvert cette caverne. Et la caverne, à partir de son entrée, elle a une longueur de près de 70 mètres. Et sa dénivellation du point le plus bas par rapport à l'entrée, c'est près de 40 mètres en hauteur. Elle est composée de 3 salles. On est dans la première. La deuxième est un peu plus loin. On va tourner vers la droite, faire quelques mètres, descendre un petit escalier. En descendant cet escalier, nous allons entrer dans la deuxième salle. Elle est beaucoup plus petite que la première ici, et on est un peu trop nombreux pour faire un arrêt dans la deuxième salle. Donc, on n'arrêtera pas dans la deuxième salle, on va la traverser et se rendre directement dans la troisième. En traversant la deuxième salle, vous allez facilement remarquer que dans la deuxième, c'est un peu plus frais et humide qu'ici dans la première. Dans la caverne, il se fait une transition. C'est qu'à mesure que l'on descend, la température diminue et l'humidité augmente. Et dans la troisième salle, la température et l'humidité sont constantes, hiver comme été, plus ou moins 30 à l'extérieur. Dans la troisième, c'est 4,5 degrés et 96% d'humidité. C'est constant et stable à l'année longue. On se rend dans la troisième. Passer sur le côté. Ça glisse. Ouais, ça glisse. C'est bien d'avoir un casque. Vous avez votre chaussure? Sur le rocher glissant. Casque. Ouais, ça va. Oui.
C'est toi qui as fait tes saisons de Saint-Léonard avec... Oui. Ok. Je connais pas le visiter aussi. On avait fait la caverne anti-démon en Angleterre. Laquelle, là? La caverne en Angleterre qui était anti-démon. Ah, oui. Ouais, je me souviens. Non, c'était à Nottingham. Nottingham, New York. Dans cette partie, comme l'escalier est plus large, vous pouvez vous placer sur, si vous le voulez, sur 2 rangées. Ok, tout le monde est là, oui? Oui, je crois. Nous sommes dans la 3e salle. Et la 2e est située entre le petit escalier que vous avez descendu et le petit passage étroit que vous avez traversé. Et la 3e fait une longueur de 50 mètres, largeur variable 3 mètres, 4 mètres dans le maximum de largeur par endroit. Et ici, la voûte a une hauteur entre 10 et 12 mètres de haut. Et cette paroi à votre droite, c'est le miroir de faille du côté droit. C'est son prolongement à l'intérieur de la caverne. On continue la descente. Ici à ma gauche. On arrête là. Pour le moment, on fait une pause ici. Dans cette partie, la voûte a une hauteur de près de 15 mètres. Dans le roc, il y a un peu d'oxyde de fer. Avec l'infiltration de l'eau et les milliers d'années, à certains endroits de la 3e salle, il s'est formé de petits stalactites qui sont faits d'oxyde de fer. En voici un stalactite d'oxyde de fer. Vous voyez la petite pointe. Les géologues estiment son âge entre 5 et 6 000 ans. Ici, dans la caverne, dû aux conditions qui sont, on peut dire, très particulières, leur taux de croissance est de 1 cm par 1000 ans. C'est 10 fois plus lent que dans la roche calcaire. C'est très particulier ici. Et
les trois caractéristiques des milieux souterrains. C'est frais, humide, et la troisième qui est l'absence de toute lumière. Vous restez à l'endroit où vous êtes, ne bougez pas. Je vais éteindre la lumière quelques instants. Alors, j'éteins. Et voilà, aucune lumière. Et nos yeux ne peuvent s'adapter à l'obscurité. Pour que nos yeux s'adaptent à l'obscurité et qu'on soit capable de distinguer un peu la forme des objets dans le noir, il faut qu'il y ait un peu de lumière que nos yeux peuvent capter et ainsi réussir à s'adapter. Mais en absence de toute lumière, cette adaptation de nos yeux, elle est totalement impossible. Moi, je dis que j'ai une faiblesse au pied gauche. Peut-être plus long. Tu vas aller juger de la patine. Non, c'est une faiblesse au pied gauche. Langue. OK. La caverne se continue encore un peu sur environ 5 mètres. Ça se termine par cet étroit passage. Une largeur d'environ 30 cm, hauteur d'environ 1 mètre. Il n'y a que des spéléologues qui se sont glissés dans cet étroit passage pour aller voir si ça ne continuerait pas plus loin, si ça ne déboucherait pas sur d'autres cavités. Ça ne va pas plus loin. Ce que vous voyez là présentement, c'est la toute fin de la caverne. J'avais une question. Est-ce qu'elle a déjà été fermée, la caverne? Fermée pour... Ben, mettons qu'il y avait eu un éboulement ou quelque chose il y a plusieurs années, là. Non? Elle a jamais Non. été fermée? Tremblement de terre ou non? Non? Non. OK. Lors du tremblement de terre de 88, le 25 novembre, l'épicentre, un peu au sud de Chicoutimi. Mhm. Et il a fait 6 à l'échelle de Richter. Mhm. Et ici, rien n'a bougé, pas un caillou à l'intérieur. Ah, OK. À l'extérieur, il peut y avoir des pierres qui se détachent de la paroi avec le phénomène du gel de l'eau dans les fissures. OK. Oui, à tous les printemps, il y a des morceaux de roche. Mais c'est à l'extérieur. OK. Mais ici, à l'intérieur, il n'y a jamais eu d'éboulement ou de modification, de transformation de la caverne. OK. Ici, c'est le point le plus bas de la caverne. À près de moins
40 mètres par rapport à l'entrée. Et nous sommes encore 30 mètres au-dessus du niveau de la rivière. C'est le niveau de la rivière où se situe l'île qui est en face de l'entrée de la caverne. Au-dessus de nos têtes, par rapport au sommet de la montagne, il y a un bon 100 mètres de roc au-dessus de nous. Et où on est à peu près au même niveau que le dessus du barrage sur lequel vous avez traversé la rivière, presque à la même égalité. Maintenant, l'origine du nom de la caverne. Cette origine, elle est double, elle est en deux parties. Premièrement, durant la Deuxième Guerre mondiale, 39-45, il y avait la conscription, l'enrôlement obligatoire dans l'armée. Il y avait des gens qui ne voulaient pas aller à la guerre. Il y avait des déserteurs. Une demi-douzaine sont venus se cacher ici dans la caverne pendant quelques mois pour échapper à la conscription. Dans le groupe, il y avait deux de mes oncles, deux frères de mon père, Léopold et Maurice Audet. Les déserteurs ne venaient pas se cacher ici dans la troisième salle. C'est trop frais, trop humide. Ce n'est pas des conditions pour rester ici le moindrement longtemps. Ils venaient se cacher dans la première salle, qui est plus tempérée et avec de la lumière naturelle qui vient par l'entrée. La plupart du temps, ils se tenaient de l'autre côté de la rivière, à la centrale électrique. Là, c'était bien plus confortable. Mais quand la police militaire était dans les environs, à la recherche de ces déserteurs, à cette époque, il y avait une ligne téléphonique qui reliait l'usine à Desbiens et la centrale. Alors, quelqu'un à l'usine appelait l'opérateur de la centrale et lui disait d'avertir les gars que la police militaire est dans les environs. Il quittait la centrale, passait sur le dessus de la conduite d'amener, traversait sur le barrage, passait par le dessus de la montagne et eux aussi, ils utilisaient la corde pour descendre le flanc de la montagne et venir se cacher dans la première salle. Et là, ils attendaient qu'on vienne les avertir selon un code bien défini, prédéterminé, ce code leur disant que la police militaire était partie ailleurs. Et quand les opérateurs de la centrale et leurs familles descendaient à Desbiens pour faire des achats, de l'épicerie, rendre visite à de la parenté, à leur retour, ils ramenaient aux déserteurs des vêtements de rechange, une meilleure nourriture plus variée, de la lecture pour passer le temps et parfois même, le cas échéant, parfois même du courrier. Ces déserteurs étaient, on peut dire, pas mal pris. On peut même avancer qu'ils étaient très bien. Et ils n'ont jamais été capturés par la police militaire. Et c'est ce qui leur a fait dire à la fin de leur aventure qu'il y avait eu une bonne fée qui avait veillé sur eux. Ça, c'est la première partie. Il y a la deuxième. La deuxième partie vient du fait que suite au passage de ces déserteurs dans la caverne, il s'est forgé une légende à propos de la caverne. Et cette légende raconte qu'à l'intérieur de la caverne, il y aurait eu une fée qui serait apparue aux déserteurs pour leur annoncer la fin de la guerre. Ce sont les deux parties de l'origine du nom de la caverne, et dans chacune, eh bien, il est question d'une fée. Dans la première, bien, c'est cette bonne fée bienveillante qui a bien pris soin d'eux. Et dans la deuxième, eh bien, c'est cette autre fée qui, elle, a été l'annonciatrice de la fin du conflit mondial. C'est l'origine du nom de la caverne, le trou de la fée. Avez-vous des questions? Vous avez tout raconté. S'il n'y a pas de questions, nous allons remonter et c'est l'inverse. Vous passez devant, je ferme la marche, le guide est toujours le dernier. Pour Sort savoir la s'il y en a carte. pas un qui Ok. vous donne l'info.
Vas-y, vas-y.